Bonjour tout le monde, Simon Brière, votre stratège principal d'RJO Canada. Donc, aujourd'hui, on est le 3 mars. Évidemment, on regarde la situation en Ukraine et en Russie, notamment pour le grain, le blé plus particulièrement. Je vous rappelle, hein, évidemment, de grosse production ici en Ukraine et la production russe ici est très importante. Les ports d'Ukraine à Odessa, par exemple, le port de Novoyevsk, c'est vraiment là, la voie pour l'Afrique du Nord ou le marché asiatique. Donc, très grosse région de production. Si on était capable de mettre des chiffres là-dedans pour vous montrer à quel point c'est important. Je regarde ici, par exemple, dans le blé, la partie Russie, hein, 35 millions de tonnes d'exportation, 24 millions de tonnes pour l'Ukraine sur des exportations totales d'environ 200. On n'est pas loin de 30 du blé mondial qui vient de la région. Donc, c'est très important. Un peu même principe pour le maïs cette fois-ci. On est Ukraine, 33 millions de tonnes. Dans le fond, l'Ukraine, sur les 42 qui en produisent, 33 s'en vont à l'exportation. Donc, ils produisent vraiment pour les marchés internationaux. Et 33 sur 204, environ 16 là aussi, c'est un joueur majeur. Donc, je regardais les contrats de blé aujourd'hui en la hausse de 75 cents, dans la limite haussière. Donc, c'est très important. Euh, certains éléments à noter, hein, les fonds de spéculation qui étaient très, très vendeurs se font prendre des culottes à terre. Donc, quand le marché monte, ils doivent racheter des contrats. Hein. En achetant des contrats, bien, ça fait encore plus augmenter les prix. Donc, de un. De deux, je regarde aussi des fonds transigés en bourse. Là. Tu sais, on parle souvent là, des ETF là, ou des fonds FBN, fonds. Oui, bon, enfin, les ETF. Il y en a un qui suit le blé et ce fonds-là, regardez aujourd'hui 15 millions de transactions, alors qu'en réalité, en moyenne, il n'y en a même pas 1 million. Donc, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Évidemment, plus les gens investissent dans ce fonds-là, plus le fonds prend de la grosseur. Et en prenant de la grosseur, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Acheter du blé pour pouvoir participer à la hausse. Plus il y a d'investisseurs, plus ils ont besoin d'une exposition dans le blé. Résultat des courses, les fonds rachètent, tout le monde achète, les fonds des ETF. Tout. Donc, on a un élément très, très, très haussier dans le marché, les limites à 11,34. Et demain, ça va encore ouvrir à la hausse. C'est ce qui est prévu. Depuis 6 mois, les variations sont très importantes. On parle de quasiment 60 d'augmentation dans le blé, 39 dans le maïs, 29 dans le soya. On voit que le soya est un petit peu moins affecté par la situation en Ukraine actuellement. Élevage maintenant, on voit la relation. Hein, j'ai mis le contrat de décembre ici, hein, à 85 cents de la livre, qui est très bien corrélé avec le coût de production, majoritairement du maïs. Donc, plus le maïs augmente, plus l'élevage vaut cher pour l'automne. C'est très cohérent tout ça, parce que si mon coût d'alimentation ou mon coût de production augmente, bien, naturellement, je vais vouloir augmenter mon prix pour l'élevage en termes de rareté. OK? Prix cash, 99, on voit qu'il a augmenté très rapidement. Il semble vouloir se calmer un petit peu le prix cash actuellement. Je regarde la courbe pour la prochaine année. J'ai du juin à 1,16, donc 1,16 juin, donc qui est ici, et je vais avoir du décembre à quoi, 85. Décembre 85, ça m'amène ici. Donc, si je trace la courbe, on voit que le marché s'attend à quand même des bons prix, mais peut-être moins d'accélération au niveau du prix cash pour atteindre peut-être 1,16 rendu en juin. OK? Donc, ça ici, la ligne s'est aplatie un petit peu. OK? Donc, je regarde ça. Au niveau de l'analyse technique, on voit ici pour le contrat de juin un petit peu d'hésitation. Même j'avais des signaux de vente ici sur mon MACD pour les contrats de juin. Quand je regarde pour l'élevage à l'automne, ben, la tendance, elle est encore positive. Malgré un petit peu d'hésitation ici, les tendances sont positives pour les contrats d'élevage à l'automne. Deuxième question que je me pose, c'est que oui, OK, bon, ben, on a des prix qui sont très, très, très élevés parce que c'est normal, le coût de production est élevé, il y a quand même une bonne demande, mais jusqu'à quel point le consommateur va être capable de s'approvisionner avec ces prix-là. On voit en épicerie toujours plus cher. Le gaz, donc, quelle est la partie du revenu qui est réellement disponible pour s'acheter de la viande, par exemple, très, très cher? Donc, ça, c'est une question que je me demande parce qu'on parle beaucoup de l'offre. Hein? L'offre, elle est plus petite, donc les prix augmentent. Mais ce qui va faire l'équilibre entre mon offre et ma demande, ben, c'est le prix.
plus le prix augmente, je me demande qu'est-ce qui va se passer à la demande. Est-ce qu'on va avoir autant d'intérêt à acheter des longes puis du bacon à fort prix ou éventuellement l'inflation, hein, l'augmentation du coût de la vie va peut-être réduire l'appétit hein, pour la protéine animale à des prix très élevés. Enfin, on surveille ça. L'inflation ici, 7,5 aux États-Unis, c'est du rarement vu. Ce n'est pas du jamais vu, mais c'est du rarement vu. Il faudrait revenir des années 70-80 pour avoir quelque chose de similaire. Dollar canadien, la relation avec le pétrole est un petit peu plus difficile. La dernière fois qu'on a eu du pétrole à ces niveaux-là, à 105 le baril, le dollar canadien était beaucoup plus proche de la parité, alors qu'il est à 78. On surveille ça de très près. Climat d'incertitude, faites attention au dollar canadien. Il pourrait peut-être avoir des surprises. On regarde cette corrélation-là de très près. Actuellement, elle est un peu brisée. Voilà pour aujourd'hui. On se reparle plus tard. Bye.